D'un côté, on a un film comme Le déclin de l'Empire américain, un vrai classique, un pilier de notre cinéma. Mhm. Et de l'autre, des blockbusters comme Dune ou Blade Runner 2049, des géants d'Hollywood qui ont gagné des Oscars. Deux univers qui semblent complètement opposés. Exact. Pourtant, ils ont un point en commun. Une bonne partie de leur magie a été créée juste ici, au Québec. Ah ouais! Aujourd'hui, on plonge dans l'industrie audiovisuelle québécoise. Et c'est vraiment une histoire fascinante à deux visages. On a notre cinéma, celui qui a une identité super forte, et en parallèle, on est une puissance mondiale en technologie de pointe comme les effets visuels. Et l'objectif, c'est de comprendre comment ces deux mondes-là coexistent. Est-ce qu'ils s'ignorent? Est-ce qu'ils s'influencent? C'est ça. On va décortiquer l'écosystème qui a fait de Montréal un des trois plus gros pôles mondiaux en effets visuels et en animation. Puis on va regarder le parcours et les défis du cinéma québécois plus traditionnel. Et pour faire ça, on a pas mal de lectures. Oui, on s'appuie sur des rapports de l'Institut de la statistique du Québec, des analyses sur l'exportation, des portraits assez détaillés de l'industrie. Bon, commençons par le côté spectaculaire alors. Quand on dit que Montréal est un pôle mondial pour les effets visuels, les VFX, au même niveau que Londres ou Los Angeles, ça sonne presque comme une exagération. Est-ce qu'on est vraiment dans cette ligue-là? On est absolument dans cette ligue-là. Ce qui est fascinant, c'est que c'est pas du tout le fruit du hasard. Pardon? Non, c'est une convergence de facteurs qu'on peut regrouper en trois grands piliers. Le premier, la fondation Tout. Le talent, j'imagine? Exactement, le talent. On parle de bassins de plus de 6500 artistes, techniciens, créateurs. C'est énorme. Et ce bassin-là est constamment alimenté par un réseau d'écoles, de cégeps spécialisés qui forment une relève de haut niveau. On a des milliers d'étudiants dans des programmes liés à ça. D'accord. Le talent, c'est la base, mais j'imagine que d'autres grandes villes ont aussi des artistes talentueux. Qu'est-ce qui fait que les plus grands studios viennent ici? C'est quoi la sauce secrète? Ben, c'est là que le deuxième pilier entre en jeu. Les incitatifs économiques. L'argent? Faut être clair, c'est un argument de poids. Le Québec offre des crédits d'impôt parmi les plus généreux au monde. On parle d'un remboursement qui peut aller jusqu'à 43 % des dépenses. 43 Ouais. Et si tu ajoutes à ça des coûts d'exploitation, genre les salaires, les loyers, qui sont déjà plus bas que dans 20 autres grandes métropoles nord-américaines. Le calcul est vite fait pour un producteur d'Hollywood. Exactement. Le cocktail est extrêmement attractif. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque à ça? Qu'on devienne en quelque sorte une usine à effets visuels pour les autres, une main-d'œuvre de luxe pour des projets étrangers au détriment de notre propre création? C'est une excellente question et c'est le débat qui anime l'industrie depuis des années. J'imagine. Et la réponse se trouve en partie dans le troisième pilier, l'écosystème. Ça s'est pas bâti en un jour. Les racines remontent à l'essor du jeu vidéo dans les années 90 avec Ubisoft. Ah, OK. Ça a créé une culture de technologie créative, un premier bassin de talent qui mariait l'art et le code, des entreprises comme Softimage, un pionnier mondial développé ici, ont vraiment pavé la voie. Fait que l'industrie des VFX a pu construire là-dessus. C'est ça. C'est pas juste une question d'argent. Il y a une culture de l'innovation, une masse critique de savoir-faire. Et les résultats, on les voit sur tous nos écrans. Hein. Quand on parle de production concrète, ça donne quoi? La liste est longue. On parle de séries comme Game of Thrones. Attends, Game of Thrones? Oui. De sagas comme Star Wars, The Force Awakens, de films acclamés comme 1917 ou même des succès récents comme Top Gun, Maverick. Quand tu dis Game of Thrones, tu veux dire que les dragons, le mur de glace, il y a des artistes à Montréal qui ont travaillé là-dessus? Je savais pas ça. Absolument. C'est fou de penser qu'une partie de Westeros a été construite dans le Myland. Et pas juste un peu. Des studios d'ici ont carrément remporté des Oscars pour leurs effets visuels sur des films comme Dune et Blade Runner 2049. Ah ouais? C'est une reconnaissance au plus haut niveau mondial. Et la croissance qui suit est spectaculaire. Les chiffres le montrent. Les dépenses directes dans ce secteur sont passées de 317 millions en 2017 à plus de 1,07 milliard en 2022. 1 milliard? C'est d'une explosion en 5 ans? Une véritable explosion. C'est pour ça que des géants comme Cinécite, Framestore, DNEG ont de grosses antennes ici, à côté de fleurons québécois comme Rodeo FX, qui sont devenus des leaders mondiaux. C'est un portrait vraiment impressionnant, ce milliard, ces Oscars. Mais ça me fait penser, pendant que nos studios créent des mondes fantastiques pour Hollywood, qu'est-ce qui arrive avec notre propre cinéma? Celui qui raconte nos histoires. Comment il se porte, lui, dans cet écosystème dominé par les géants? Est-ce que ça l'aide ou ça le noie? C'est là qu'on aborde l'autre face de la médaille.
Et c'est une histoire bien différente, plus longue avec ses moments de gloire puis ses luttes constantes. OK. On peut tracer une évolution. Après la Deuxième Guerre mondiale, on voit la naissance d'une vraie fiction québécoise. On pense à des succès populaires immenses comme La Petite Aurore, L'Enfant martyr. Un classique. C'est pas juste un film, c'est un film qui a marqué l'imaginaire collectif, un traumatisme culturel pour des générations, tu sais. C'est vrai. C'était le début d'un cinéma qui parlait directement aux gens d'ici. Puis arrive la Révolution tranquille, années 60-70. Le cinéma a dû suivre ça. Il l'a pas juste suivi, il en a été un des moteurs. Le cinéma est devenu un véhicule d'affirmation identitaire. C'est l'époque du cinéma direct, très influencé par l'ONF, et de l'explosion du cinéma d'auteur. Les années folles? Exactement. C'était une effervescence créative incroyable où la caméra servait à se raconter, à se définir comme peuple. Et cette créativité-là a fini par traverser les frontières. Tout à fait. Le point tournant, c'est dans les années 80, avec le déclin de l'Empire américain de Denis Arcand. Ça a eu un retentissement majeur à l'étranger. Et après ça, les invasions barbares. La consécration ultime, l'Oscar du meilleur film en langue étrangère en 2004, c'est là que le cinéma québécois a vraiment solidifié sa réputation mondiale. Mais malgré ces succès-là, on a toujours l'impression que notre cinéma est fragile, qu'il fait face à des défis permanents, non? Absolument. Le défi principal, celui qui sous-tend tous les autres, n'a jamais changé, la taille du marché. On n'est pas assez nombreux. L'étroitesse du bassin démographique francophone rend l'industrie économiquement très précaire. Fait que pour survivre, l'exportation, c'est pas une option, c'est une nécessité. Et là, on pense tout de suite à la France. La langue en commun, ça devrait aider. Ça semble naturel, mais c'est un marché beaucoup plus complexe qu'on pense. Ah oui? L'accent québécois, par exemple, même aujourd'hui, ça peut encore être un obstacle pour une partie du public français. Incroyable. Et les goûts, les sensibilités culturelles sont pas toujours les mêmes. La stratégie, c'est souvent la coproduction avec la France. C'est bon pour le financement, mais les sources soulignent un effet pervers. Lequel? Ça peut mener une dilution de l'identité québécoise, à des œuvres un peu hybrides, ni tout à fait d'ici, ni tout à fait de là-bas. Et si on regarde même pas à l'étranger, mais juste ici, sur notre propre terrain, il y a la compétition américaine. C'est l'autre grand défi, le gorille de 800 livres dans la pièce. Le marché local est complètement dominé par les productions d'Hollywood. C'est clair. Ils débarquent avec des budgets de marketing qui dépassent souvent le budget total d'un film québécois. Ça rend la rentabilité très difficile. Nos films doivent se battre juste pour avoir des écrans. C'est une bataille de David contre Goliath. Il y a aussi un point plus subtil qui est soulevé dans une des analyses, une question de mentalité. L'industrie aurait tendance à se concentrer plus sur le succès au box-office local. Ce qui est déjà un exploit en soi. Oui, mais plutôt que de bâtir une stratégie d'exportation agressive et soutenue à long terme, ça peut rendre la popularité internationale de nos films plus fragile, dépendante de quelques gros succès ponctuels. C'est un peu dur comme constat, non? De dire qu'on se concentre trop sur le local. On pourrait dire que c'est déjà un miracle de réussir à exister chez nous face au rouleau compresseur américain. C'est un constat dur, mais qui se veut constructif. L'analyse blâme pas les producteurs, elle souligne une réalité stratégique. Réussir localement, c'est la première victoire, c'est essentiel. D'accord. Mais pour la pérennité à long terme, les sources suggèrent qu'un virage vers une culture d'exportation plus systématique serait nécessaire. C'est la différence entre espérer un coup de circuit puis avoir une stratégie pour marquer des points à chaque match. Je vois. On a donc ces deux mondes qui cohabitent. Le secteur des effets visuels en pleine explosion et le cinéma d'auteur qui se bat. Comment ça se traduit dans les chiffres les plus récents, les données 2023-2024? Oui, et elle montre une dynamique intéressante. L'industrie a connu un sommet historique en 2022-2023. Le volume total de production a atteint 3,2 milliards de dollars. C'est énorme. 3,2 milliards. Mais l'année suivante, en 2023-2024, on observe un recul. Le volume est redescendu à 2,8 milliards. Wow! Une baisse de 400 millions? C'est majeur. Ça sonne un peu comme une alarme, non? Est-ce qu'on doit s'inquiéter? Bien, là, on se pose une grosse question sur la conjoncture. Faut mettre les choses en perspective. OK.
Premièrement, même à 2,8 milliards, ce volume reste supérieur à la moyenne des 5 dernières années. Le sommet de 3,2 milliards était peut-être une anomalie. Un effet de rattrapage post-pandémie. Exactement. Plusieurs productions retardées par la COVID qui sont entrées en chantier en même temps, ça a créé un engorgement temporaire. Donc, ce serait moins une chute qu'un retour à une certaine normalité après un pic exceptionnel. C'est une interprétation très plausible, mais c'est pas toute l'histoire. Ah, Il y a d'autres indicateurs à surveiller. Par exemple, sur la même période, on observe une baisse du nombre d'emplois directs et indirects de 14 14 On est passé de près de 62 000 emplois à environ 53 000. Ça, c'est pas un chiffre abstrait. Ça veut dire que près de 9 000 personnes ont perdu leur emploi ou leur contrat. C'est un impact humain très concret. Du financement qui vient des crédits d'impôt, mais aussi des diffuseurs traditionnels. Les chaînes de télé. Oui, ça reflète les transformations de tout l'écosystème médiatique. Avec la montée des plateformes comme Netflix ou Crave et les défis des chaînes généralistes, les modèles d'affaires traditionnels sont bousculés. L'industrie doit constamment s'adapter. D'accord. Pour résumer, l'image qui se dessine, c'est celle d'une industrie audiovisuelle québécoise vraiment complexe, presque, schizophrène. C'est un bon mot. D'un côté, on a un leader mondial en effets visuels et en animation, propulsé par le talent, la technologie, les politiques économiques. Et de l'autre, on a un cinéma d'identité fort, créatif, reconnu internationalement, mais qui doit constamment se battre pour sa viabilité économique, coincé entre un petit marché local et les défis de l'exportation. Et les derniers chiffres montrent une industrie qui, après un sommet jamais vu, est maintenant en phase d'ajustement, qui cherche un nouvel équilibre. Si on relie ça à une perspective plus large, on voit que ces deux facettes, qui semblaient évoluer sur des planètes différentes, sont peut-être de plus en plus liées. Comment ça? La technologie de pointe développée pour les superproductions, elle devient plus accessible. Elle peut servir nos créateurs locaux, leur permettre de raconter des histoires plus ambitieuses. Et inversement, la créativité narrative du cinéma d'auteur québécois peut inspirer tout l'écosystème. C'est une belle façon de voir ça. Une dernière pensée pour la suite alors. Les sources mentionnent que Montréal n'est plus seulement un pôle en VFX, mais un chef de file mondial en intelligence artificielle. Oui, l'IA. Et ça commence déjà à transformer l'industrie des effets visuels. Ça m'amène à une question. Comment cette nouvelle révolution technologique va redéfinir la création audiovisuelle au Québec? C'est la question à $1 million. Est-ce que l'IA sera l'outil qui va permettre à nos histoires locales de trouver un écho universel, en automatisant le doublage, en adaptant les références culturelles, tu sais? Ou est-ce que ça va créer de nouveaux défis? Exactement. Est-ce que ça va menacer les emplois des artisans, standardiser la créativité, poser des questions éthiques complexes? Le prochain chapitre de cette histoire à deux visages est en train de s'écrire en ce moment même.